Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage. Nous nous penchons aujourd'hui sur l'objectif de zéro émission nette de carbone que s'est fixé le gouvernement taïwanais en 2050 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et sur les contradictions dans la manière dont est mise en œuvre la décarbonation de l'économie. Dans cette série de décryptage, nous avons interviewé deux promoteurs de la décroissance à Taïwan, M. Hong Shuo-Chen, Alex Hong, chercheur auprès de Wild at Heart Legal Defense Association, et la permacultrice américaine basée depuis 40 ans à Taïwan, Tammy Turner. La décroissance remet en question le croissancisme, c'est-à-dire la priorité donnée à la croissance du PIB comme objectif principal des politiques économiques. Il s'agit d'aller vers une réduction de la production industrielle et de la consommation dans les pays riches pour faire évoluer le système économique vers une réduction des inégalités, une augmentation du bien-être et des modes de vie plus respectueux du vivant. Mais avant d'évoquer la décroissance jeudi prochain, nous nous penchons tout d'abord sur la croissance verte à laquelle elle pourrait être une alternative. La croissance verte est basée sur deux grands piliers. D'une part, les énergies vertes et d'autre part, la décarbonation de l'économie. Jeudi dernier, nous avons vu que les énergies vertes, qui ont certains avantages, ne sont pas pour autant la panacée puisqu'elles créent aussi d'autres problèmes tels que les nuisances, les difficultés de recyclage, les minerais que nécessite la construction de ces infrastructures, les logiques de profit qui conduisent parfois à la déforestation ou encore le mirage du découplage, ces énergies s'ajoutant aux énergies fossiles plutôt que de les remplacer puisque la demande d'énergie demeure croissante. Des problèmes globaux qui concernent aussi Taïwan avec quelques spécificités. Quant à la décarbonation de l'économie à l'horizon 2050, un objectif que le gouvernement taïwanais partage avec de nombreux pays occidentaux, j'ai demandé à Alex Hong, qui suit cela de près, les éventuelles spécificités et contradictions qu'il observe à Taïwan dans ce domaine. D'abord, je voudrais dire que s'il y a des contradictions dans le fait de promouvoir la croissance verte à Taïwan, ces contradictions sont très similaires à celles que rencontrent tous les autres gouvernements. Mais il y a une spécificité taïwanaise. Cette année, notre gouvernement a fixé un objectif intermédiaire de réduction des émissions de carbone d'environ 28% par rapport à 2005 d'ici à 2030. Et pour cela, il a présenté des stratégies de réduction des émissions dans 6 grands secteurs qui sont pilotés par 6 ministères. La répartition entre les ministères est très inégale. En termes d'émissions, le ministère de l'Environnement compte pour 1%. Il s'agit de la gestion des incinérateurs et des eaux usées par exemple. Le ministère de l'Agriculture, lui, compte 2%. Le ministère de l'Industrie, quant à lui, compte pour 50% environ. La responsabilité de chaque secteur en termes d'émissions est donc très différente. Or, le gouvernement présente ces 6 secteurs comme ayant tous à peu près la même importance. Si l'on creuse le sujet, ce qui est encore plus problématique, c'est que l'objectif de réduction des émissions pour l'industrie n'est que de 18%. Pour le secteur de l'énergie, il est de 23%. En revanche, le ministère de l'Environnement, qui ne compte que pour 1% du total des émissions, est censé réduire ses émissions de plus de 70%. Et le ministère de l'Agriculture, qui compte pour 2% des émissions, il devrait les réduire de 35%. Ce n'est pas vraiment rationnel. Dans le métro de Taipei, on voit des publicités pour le pass carbone depuis déjà 1 an. Pour l'instant facultatif, les gens sont encouragés à le télécharger sur leur téléphone et lors du lancement, ils pouvaient même gagner des prix au tirage au sort. Sachant que le premier prix était un billet d'avion, cela laisse aussi pantois sur la manière de sensibiliser aux enjeux. On écoute Tammy Turner. It's a shell game kind of thing. The main thing is that C'est un jeu de passe-passe. La comptabilité carbone, ce n'est pas tout de même la même approche que comprendre les écosystèmes de manière holistique. La comptabilité carbone fait croire aux gens qu'ils réduisent leur empreinte, mais parfois les chiffres n'ont pas de sens si l'on ne comprend pas la biodiversité. Planter un environnement diversifié n'est pas si facile que ça. Si l'on veut par exemple conserver les zones humides ou d'autres zones importantes pour le vivant, il y a d'autres approches plus pertinentes. Simplifier les mécanismes du vivant à l'outrance, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. simplifying or dumbing down natural systems, probably, in my opinion, it's just not going to get us where we need to go.
Il y a quelques années, les gouvernements à travers le monde parlaient de neutralité carbone, mais maintenant il s'agit plutôt de zéro émission nette. Pourquoi net? Que signifie cette expression? Alex Rong nous explique. Il s'agit de la pratique à l'international. Pourquoi parlons-nous de zéro émission nette? Au début, il s'agissait simplement de ramener les émissions à zéro. Puis, plus on a commencé à creuser et plus on a trouvé des failles. Les émissions de gaz à effet de serre sont toujours possibles du moment que c'est compensé par d'autres secteurs, par la capture du carbone ou les puits de carbone. Il est vrai que les végétaux absorbent le CO2, mais ce qu'il faut imaginer, c'est une ligne, une limite. La limite de ce que la planète peut supporter. Et il faudrait que l'on s'efforce de rester en dessous et d'avoir une relation équilibrée avec les écosystèmes. Mais le zéro carbone net, cela revient en fait à imaginer que l'on peut remonter cette limite et fermer les yeux sur les racines de nos problèmes. C'est un leurre, car les technologies de capture du carbone présentent de nombreux problèmes techniques. Par ailleurs, ce que signifie aussi le net zéro, c'est qu'avec le marché international du carbone, il y a la possibilité pour les entreprises d'un pays d'acheter des droits d'émission dans d'autres pays pour compenser. Donc, au niveau national, on ne va quasiment pas baisser les émissions. Et au niveau planétaire, cela n'a aucun sens. Il suffit d'acheter des droits d'émission ailleurs ou de déplacer une usine dans un autre pays. Cela permet de profiter des lacunes du système de manière malhonnête. Tant que les émissions sont compensées ou n'entrent pas dans la manière de calculer, c'est bon. Dans ce nouveau cadre, les émissions de carbone deviennent une marchandise. Les entreprises se voient attribuer des droits d'émission qui peuvent être échangés sur le marché. Selon Alex Rong, cela revient à octroyer un droit à polluer. Si une entreprise dépasse la limite, elle peut compenser en achetant des droits d'émission à une entreprise qui est excédentaire ou en achetant des crédits carbone en finançant des projets de séquestration de carbone par la reforestation par exemple. Mais cela soulève la question, qui va vérifier sur le terrain que ces projets de reforestation sont bien mis en œuvre et pas au détriment des populations locales? Dans un épisode des Joies de l'éco-construction intitulé « Planter du bambou pour compenser les émissions de carbone », j'avais parlé d'une conférence à laquelle j'avais assisté, lors de laquelle les grandes entreprises de l'Internet avaient été qualifiées d'exemplaires grâce à leurs projets de compensation carbone par le reboisement dans des pays d'Asie du Sud-Est, notamment le Cambodge. Or, ce pays connaît non seulement une déforestation inquiétante, mais aussi une corruption galopante. À ce jour, il n'y a pas de tierce partie indépendante pour vérifier la mise en œuvre sur le terrain. Heureusement, il y a aussi certains projets qui fonctionnent bien. Tammy Turner, qui s'est rendue à Bali, en Indonésie récemment, dans le cadre d'un voyage d'exploration proposé par Taiwan Bamboo Society, a pu visiter une plantation de bambou labellisée pour la compensation carbone. L'amélioration de la vie des communautés locales et de l'environnement étaient les objectifs principaux et la labellisation un moyen de contribuer à sa transition. Néanmoins, elle a pu constater que seules les grandes exploitations peuvent être labellisées pour la compensation, ce qui exclut d'office les petits projets. À Taïwan, les grandes entreprises seront soumises à une redevance carbone à compter de l'an prochain. Le ministre de l'Environnement Peng Qiming s'est rendu récemment en Allemagne, accompagné de fonctionnaires du ministère de l'Économie ainsi que de plusieurs grandes entreprises taïwanaises pour étudier le système d'échange de quotas d'émissions européens. Lors de cette visite, la Bourse du carbone de Taïwan a aussi signé un protocole d'accord avec son homologue européenne. À terme, l'objectif est que le marché d'échange de quotas devienne mondial. À Taïwan, après une phase d'expérimentation l'an prochain, la mise en œuvre est prévue pour 2027 ou 2028 selon le ministère de l'Environnement. Il faut dire que Taïwan, dont l'économie est très intégrée aux échanges mondiaux, n'a pas vraiment le choix si le pays souhaite rester compétitif sur le marché européen après l'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE. C'est un impératif, au regard de la manière dont Taïwan est profondément intriqué dans le commerce international. À ce propos, je pense que de nombreuses mesures mises en place récemment n'ont pas pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais à se conformer aux tendances internationales. Par exemple, la redevance carbone taïwanaise a été mise en place pour se conformer au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Et quand l'entrée en vigueur de ce mécanisme a été retardée, finalement, le gouvernement taïwanais a dit que ce n'était pas si pressé.
Mais dans les réunions auxquelles j'ai assisté, j'ai ressenti cette pression du gouvernement pour s'aligner sur les pratiques internationales, et que l'objectif réel n'était pas forcément de réduire les émissions de carbone. Ces dernières années, le gouvernement taïwanais a indiqué que les émissions de CO2 de Taïwan avaient tendance à baisser. Selon Alex Rong, il s'agit toutefois d'un découplage relatif et non pas absolu. La consommation d'énergie continue à augmenter, mais les émissions augmentent plus lentement. On constate une baisse des émissions à Taïwan en 2008-2009, au moment de la crise financière mondiale, puis une reprise et une courbe qui croît moins vite qu'auparavant, voire se stabilise, ce qui peut s'expliquer notamment par le développement des énergies renouvelables et la délocalisation d'industries polluantes. Le gouvernement taïwanais mise aussi sur les technologies de capture, utilisation et stockage du carbone, CCUS, pour réduire les émissions ces prochaines années. On écoute Alex Rong à ce sujet. La principale critique des technologies de capture de carbone, c'est qu'on utilise l'énergie à la fois pour émettre et capturer du CO2. Au final, est-ce que cela est vraiment efficace sur le plan énergétique ? Deuxièmement, est-on sûr qu'il ne peut pas y avoir de fuite de ces infrastructures ? Mais le plus important, c'est qu'il n'y a jamais eu de déploiement à grande échelle de ces technologies, car elles sont à un stade embryonnaire. Quand je vois tous les efforts que fait le gouvernement pour promouvoir les CCUS, on dirait que c'est une nécessité. Il table sur une capture d'environ 30% des émissions grâce à ces technologies, mais pour l'instant, ce n'est que du vide. Alors que le temps est compté et que nos ressources sont limitées, je pense que l'on se concentre ainsi sur quelque chose qui n'est pas si important. En filigrane, il y a la croyance que les technologies peuvent résoudre tous les problèmes, mais il y a aussi probablement de gros intérêts financiers qui encouragent le gouvernement en ce sens. Toutefois, ce n'est pas le cas uniquement pour Taïwan, c'est pareil ailleurs. C'est pour toutes ces raisons que je me suis permis un peu d'humour en titrant ce décryptage « Zéro émission nette en attendant Godot ». Finalement, la meilleure technologie de séquestration du carbone, ce sont peut-être tout simplement les forêts, d'où l'importance de les conserver, mais pas au détriment des autochtones dont le mode de vie est bien sûr intimement lié aux forêts. Alex Rong souligne cependant que si une forêt existe déjà et qu'on la comptabilise comme crédit carbone sur le marché de la compensation, il s'agit d'un leurre, puisqu'elle existe déjà. Quand on plante des arbres pour séquestrer du carbone, si l'on veut que ça ait un sens, il faudrait planter plusieurs essences et que celles-ci soient adaptées à l'écosystème local. Pas de la monoculture pour l'exploitation du bois au bout de quelques dizaines d'années. En parlant de reboisement, Alex Rong mentionne un problème spécifique à Taïwan. Taïwan a un problème spécifique, celui de sa mangrove. Autrefois, sur la côte ouest de Taïwan, on a planté des mangroves alors qu'il n'y en avait pas de manière naturelle. Puis on s'est rendu compte que cela avait modifié les écosystèmes. Depuis quelques années, on a dépensé beaucoup d'argent pour les retirer. Et voilà que maintenant, le gouvernement veut en replanter pour séquestrer du carbone. J'ai participé à une étude de terrain avec des chercheurs qui étaient tous contre, mais il y a une énorme pression du gouvernement pour mettre en place cette séquestration du carbone par les mangroves. Et ce, même avec des espèces qui ne sont pas locales. On sait que cela ne marchera pas et que cela va engendrer divers problèmes, mais le gouvernement veut quand même aller de l'avant. Selon moi, il n'y a peut-être pas de lobbies industriels derrière ce projet, mais c'est le gouvernement, notamment l'administration chargée de la protection des mers, qui ne veut pas perdre la face. On constate parfois qu'au nom de la lutte contre le changement climatique, les entreprises et les gouvernements développent des technologies ou des politiques qui ont un impact négatif sur la biodiversité, alors que nous sommes déjà dans une période d'extinction accélérée des espèces, la 6e extinction de masse due aux activités humaines, notamment à la destruction des habitats des espèces. Or, si la protection de la biodiversité était la priorité numéro 1, les mesures que l'on prendrait auraient non seulement un impact positif pour la biodiversité, mais aussi pour le climat. C'est ainsi que Tammy Turner et sa collègue Jane Wang promeuvent une meilleure connaissance de notre interconnexion au vivant grâce à la fresque de la biodiversité. Cependant, la préservation de la biodiversité est secondaire pour de nombreux gouvernements, dont Taïwan, par rapport à l'objectif de zéro émission nette.
À propos de décarbonation, une autre question qui se pose, c'est à quoi va servir le budget récolté par le gouvernement taïwanais à partir de l'an prochain grâce à la redevance carbone ? Cette question est très intéressante. Le gouvernement dit qu'il va utiliser ce budget pour des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout d'abord pour en faire l'inventaire, puis pour aider les entreprises à les réduire et enfin pour sensibiliser la population. Mais ce sont des choses que le gouvernement devrait faire même sans redevance carbone. Et finalement, cela revient à ponctionner de l'argent aux entreprises pour que l'État prenne en charge une partie des efforts de réduction des entreprises elles-mêmes. Au final, ce n'est même pas sûr que cet argent viendra des entreprises et non directement de la poche des consommateurs. Car, bien que le gouvernement affirme qu'il n'y aura pas d'inflation verte, je pense que les entreprises vont peut-être utiliser cette redevance comme prétexte à une augmentation des prix. Mais cela reste à voir, car Taïwan est tellement lié aux chaînes d'approvisionnement mondiales que ce facteur est aussi à prendre en considération. On pourrait aussi imaginer que ce budget récolté par la redevance carbone puisse servir à indemniser les personnes qui sont impactées par la transition énergétique pour que la transition soit plus juste. De nombreux chercheurs et associations environnementales ont d'ores et déjà indiqué que le montant de la redevance carbone que les entreprises taïwanaises devront payer à compter de l'an prochain est beaucoup trop bas pour avoir un impact significatif sur la baisse des émissions. Le taux standard est de 300 $ taïwanais par tonne d'équivalent CO2, environ 8,5 €. Cela concerne 550 entreprises qui émettent plus de 25 000 tonnes de CO2 par an. Mais il y aura aussi un tarif préférentiel de 100 $ taïwanais, 2,8 €, pour les entreprises qui mettent en œuvre par elles-mêmes des mesures de restriction des émissions. Pour Tammy Turner aussi, la question de la justice sociale, qui est d'ailleurs l'un des points importants dans le concept de décroissance, est cruciale et c'est peut-être à cela que devraient plutôt être consacrés les fonds récoltés. Autre chose, c'est que la comptabilité carbone récompense seulement le fait de faire moins de mal et pas les vrais comportements bénéfiques. Ce serait peut-être mieux de récolter des dividendes pour les redistribuer de manière à ce que cela bénéficie réellement à la société et à un environnement plus durable. En tout cas, l'objectif de zéro émission nette et la mise en place d'une tarification carbone poussent encore plus loin la tendance à la marchandisation de la nature. Avant le mouvement des enclosures, certaines ressources naturelles étaient gérées en commun pour le bénéfice de tous. Puis elles ont été privatisées et cela a été l'un des préalables à la révolution industrielle. De nos jours, on parle de plus en plus des services écosystémiques, du fait que l'on devrait protéger la nature pour les bénéfices qu'elle peut nous apporter, des bénéfices dont la valeur peut être comptabilisée. Or, tout cela reste dans le même paradigme, avec au centre l'argent comme référence. Si cette tendance est tirée jusqu'au bout, elle pourrait même mener à un capitalisme de surveillance basé sur les émissions de carbone, un monde dystopique. S'il n'y a pas de garde-fou sur le plan politique, étant donné que les équilibres planétaires ont des limites, c'est peut-être ce qui arrivera lorsque les ressources se tariront. Mais là, ce serait une décroissance imposée et subie, non pas voulue ni maîtrisée. Le but ultime comprend la décroissance, mais aussi la justice sociale, une plus grande participation des gens dans les décisions et dans l'économie. Donc un système uniquement quantitatif, axé sur les services écosystémiques et le carbone, pourrait nous rendre aveugles à de nombreux possibles. Comme disait Albert Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même type de pensée que celui qui l'a créé. Comment changer de perspective, de paradigme pour faire face aux défis de notre temps, retrouver notre place dans la nature, travailler avec le vivant et non pas contre lui, tels sont des principes de permaculture dont nous pourrions nous inspirer. Le philosophe paysan Pierre Rabhi parlait quant à lui de sobriété heureuse, un mode de vie plus frugal, plus lent, plus ancré dans le local. Dans le mouvement pour la décroissance, il y a aussi une préoccupation particulière pour la participation citoyenne et la lutte contre les inégalités. Jeudi prochain, nous entendrons Alex Rong et Tammy Turner sur la manière dont la décroissance est promue à Taïwan, quelles sont les spécificités de Taïwan et les obstacles à cet égard. À jeudi prochain.
天意素养庭前走。江山飘云龙高水，山谷的南